Comme pour absolument n'importe quelle ANOVA, il est toujours indispensable de vérifier la normalité de la VD au sein de chaque groupe. Comme vous le savez, n'importe quelle ANOVA consiste à comparer la moyenne de divers groupes. Or, une moyenne sera particulièrement représentative d'une distribution normale. C'est pour ça qu'il est indispensable de bien vérifier cette condition. Dans le cadre des plans croisés, ça va se passer un petit peu différemment de ce dont vous avez l'habitude. En effet, en général, quand on était dans une approche avec des facteurs de type inter, on vous disait de passer par le menu Data Split File, de faire passer dans le split file tous les facteurs et ensuite de faire un OneSampleKS. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on devait faire ça ? Parce qu'on avait une colonne qui représentait la VD et notre but étant de vérifier la normalité de la VD au sein de chaque groupe, il fallait au préalable scinder la VD en fonction des groupes. Ceci n'est pas nécessaire qu'on est dans une approche de type croisé, dans la mesure où, puisque les individus sont tous successivement dans chacune des conditions, on se retrouve avec autant de colonnes qu'il n'y a de conditions dans notre design. Et dès lors, autrement dit, les scores sont déjà splittés entre diverses colonnes. Pour cette raison, on peut directement se rendre dans Analyze Non-Parametric Tests, OneSampleKS, et faire passer toutes les colonnes qui correspondent toutes au score de la VD au sein d'une et une seule condition du design. Vérifiez que ce soit bien le test de distribution normale qui soit coché, cliquez sur OK et voici le résultat. Alors, comme toujours, je vais ouvrir un fichier Word pour écrire les normes épiées. Pour la première condition, aléatoire 10 secondes, j'observe une p-valeur qui est bien au-dessus du risque alpha de 5%. Si on écrit ça aux normes épiées, on sait que la statistique utilisée dans le cadre du test de Kolmogorov-Smirnov est la statistique D. Cette statistique étant associée à un nombre de degrés de liberté égal à n. Dans la mesure où il y a 10 individus statistiques, les degrés de liberté sont égaux à 10. La valeur de la statistique est indiquée ici, elle vaut 0,224 et la p-valeur vaut 0,168. Ce qui est supérieur au risque alpha et entraîne donc un non-rejet de l'hypothèse nulle. Étant donné que l'hypothèse nulle du test de Kolmogorov-Smirnov est que la distribution est normale, ne pas rejeter l'hypothèse nulle veut dire qu'on n'est pas capable de démontrer une violation de la condition de normalité. Je vais faire la même chose pour toutes les autres conditions. Donc A2 c'est aléatoire 20 secondes, A3 c'est aléatoire 30 secondes, O1 ordonnée 10 secondes, O2 ordonnée 20 secondes et O3 ordonnée 30 secondes. Alors, pour aléatoire 20 secondes, j'ai une statistique D associée à 10 degrés de liberté. Valeur de la statistique 0,230, p-valeur égale 0,143, ce qui est à nouveau supérieur au risque alpha et entraîne donc un non-rejet de l'hypothèse. Pour aléatoire 30 secondes, j'ai une statistique D associée à 10 degrés de liberté, en fait dans la mesure où je suis en présence d'un plan dans lequel tous les individus statistiques sont exposés dans toutes les conditions. Et puisque je constate qu'ici j'ai pas de mort expérimentale, tous mes sujets sont bien dans toutes les conditions, je sais déjà que pour mes 6 groupes, j'aurai une statistique D associée à 10 degrés de liberté. Pour aléatoire 30 secondes, la statistique vaut 0,229 et est associée à une p-valeur de 0,148, ce qui à nouveau entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Pour ordonner 10 secondes, ma statistique vaut 0,224 et est associée à une p-valeur de 0,168, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Pour ordonner 20 secondes, eh bien, j'ai exactement la même chose, une statistique qui vaut 0,224 associée à une p-valeur égale à 0,168, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Et enfin, pour la condition ordonnée avec temps de présentation à 30 secondes, j'ai une statistique qui vaut 0,200. Et attention, petite subtilité ici, c'est quelque chose qui est spécifique à la transmission des résultats dans SPSS. Uniquement pour le test de Kolmogorov-Smirnov, d'ailleurs, eh bien, le programme n'indiquera jamais une p-valeur supérieure à 0,200. Ça veut dire que si ma p-valeur est, par exemple, de 0,682 ou n'importe quelle autre valeur supérieure à 0,200, eh bien, le programme indiquera 0,200. C'est une valeur considérée comme plafond.
Ce que ça veut dire, c'est que le fait qu'il soit écrit 0,200 ici ne veut pas forcément dire que la p-valeur vaut 0,200. Elle peut avoir une valeur plus grande ou égale à 0,200. Quoi qu'il en soit, ça entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Pour les 6 conditions d'application, je suis amené à ne pas rejeter l'hypothèse de normalité. Attention, gardez toujours bien à l'esprit toutes les limites inhérentes à cette conclusion. Vous savez qu'on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle. Ne pas rejeter l'hypothèse nulle ne veut pas forcément dire que la condition est respectée. C'est d'autant plus problématique dans une situation où il n'y a que 10 sujets, puisqu'on sait que le test de Kolmogorov-Smirnov n'est pas puissant. Bref, à défaut de connaître une meilleure solution, dans la mesure où on sait qu'avec aussi peu de sujets, le test de l'ANOVA ne sera pas robuste aux violations de la condition de normalité, on continue à essayer de vérifier cette condition. De cette manière. Et donc, puisqu'on n'est pas en mesure de prouver qu'il y a un problème, on va faire comme si tout allait bien et on va poursuivre l'analyse. Outre la condition de normalité, lorsqu'on travaille avec un design incluant au moins un facteur de type intrasujet, il y a une deuxième condition à vérifier, en tout cas dans certains cas comme je vais l'expliquer dans quelques instants, qui est la condition de sphéricité. Vous connaissez déjà une condition qui est relativement similaire, qui est la condition d'homocélasticité. Lorsqu'on travaillait avec des facteurs de type inter, il était nécessaire de s'assurer que la variance au sein des divers groupes était la même. Je vous mets un petit exemple ici, dans lequel je compare 3 groupes, A, B, C. Eh bien, si le facteur qui permet de distinguer ces 3 groupes est un facteur de type inter, alors à ce moment-là, il sera nécessaire de s'assurer que la variance du groupe A est égale à la variance du groupe B, étant elle-même égale à la variance du groupe C. Dans la mesure où mon facteur n'est pas un facteur de type inter, mais un facteur de type intra, je sais qu'il y a une dépendance qui va survenir entre les scores au sein des différentes conditions. En effet, c'est le même individu statistique qui est testé dans toutes les conditions, et il est donc normal qu'une relation de dépendance apparaisse entre les différents scores. Eh bien, je vais devoir aussi poser une hypothèse relative à la relation qui existe entre ces différents scores. Je pourrais calculer la covariance entre A et B, la covariance entre A et C et la covariance entre B et C. Le test qui permettra de vérifier la condition de sphéricité, c'est-à-dire l'homogénéité simultanée des variances et des covariances, est un test qui s'appelle Moseley et qui est automatiquement fourni dans l'output des SPSS lorsqu'on passe par le menu GLM Repeated Measures. J'ai brièvement sous-entendu qu'il ne faudra pas systématiquement vérifier la condition de sphéricité. En effet, il ne faudra vérifier cette condition que lorsqu'on aura défini des hypothèses selon une approche de type post-hoc, c'est-à-dire lorsqu'on est dans une logique exploratoire, qu'on s'attend à ce qu'il y ait un effet des différents facteurs, mais qu'on n'a pas une idée précise de l'effet attendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas dû définir des contrastes. Pour résumer, lorsque vous serez en présence d'un design plan croisé, vous devrez commencer par vérifier la normalité de la VD au sein de chaque groupe via le test de Kolmogorov-Smirnov. Ensuite, vous devrez vous demander dans quelle approche vous vous trouvez. Si vous êtes dans une approche post-hoc, alors il faudra vérifier la condition de sphéricité via le test de Moseley automatiquement fourni dans l'output du menu GLM Repeated Measures. Si vous êtes dans une approche a priori, que vous avez défini des codes contrastes, alors il ne sera pas nécessaire de vérifier la condition de sphéricité. Si vous vous retrouvez dans une situation où il est nécessaire de vérifier cette condition, sachez que l'hypothèse nulle du test est qu'il y a sphéricité. Autrement dit, si vous vous retrouvez avec une p-valeur inférieure au risque alpha, vous serez amené à conclure qu'il y a une violation de cette condition de sphéricité.